Souleymane Niang. Que se passe-t-il donc au Mali depuis ce matin lorsqu'on a annoncé des tirs dans un camp militaire de Kati, non loin de la capitale Bamako? Dans le contexte très tendu du moment, les supputations vont bon train. Pour en avoir le cœur net, nous sommes en direct avec une consoeur, la journaliste Awa Sylla. Bonjour Awa Sylla. Bonjour Souleymane. Alors, que se passe-t-il actuellement? Quelles sont les dernières nouvelles par rapport à la situation à Bamako et plus généralement au Mali? La situation à Bamako est vraiment confuse et tendue. À l'heure où nous vous parlons, nous ne savons pas qui fait quoi, qui dirige quoi. Les informations viennent de partout. On nous raconte tout et n'importe quoi. Et quels sont les faits? On sait qu'il y a eu des tirs. Est-ce que ça au moins s'est confirmé? Qu'est-ce qu'on sait à propos de ces tirs-là? Même là où je vous parle, il y a eu des tirs au niveau du ministère de la Défense. Ah oui? Oui. Et il y a eu des arrestations, des ministres qu'on dit arrêtés, des généraux. Donc on ne sait pas vraiment ce qui se passe. On a parlé de tentative de coup d'État. Est-ce que cela se confirme ou pas? Moi, je dirais des mutineries ou une mutinerie parce que seule la ville de Bamako est concernée pour le moment. Est-ce que c'est un coup d'État? On nous sort un jeune colonel du nom de colonel Diao pour nous dire que c'est l'homme qui est derrière les opérations. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Mali, pouvez-vous nous situer Kati par rapport à Bamako? Kati, c'est la ville militaire, c'est la ville cargaison du Mali. C'est à 15 km de Bamako et c'est sur la colline. À l'époque, je me rappelle quand le président avait fait arrêter Amadou Aya Sanogo, il avait dit Kati ne fera plus faire peur à Bamako. Mais aujourd'hui, je dirais que Kati donne des mots de vente à Bamako. Autrement dit, le coup d'État du général Aya Sanogo était parti de cette ville garnison de Kati également. Et c'est la même chose qui se répète parce que c'est la même chose qui s'est passée. Situation donc très volatile actuellement. Nous continuerons de suivre la situation avec vous. Merci infiniment Awa Sylla. Je rappelle que vous êtes journaliste actuellement à Bamako. RFM, la radio de toute l'actualité. Retour au Sénégal, le verdict est donc tombé dans l'affaire de la femme accusée à tort de vol, soumise à des traitements dégradants et exposée sur les réseaux sociaux. Les faits s'étaient déroulés à Sacré-Cœur à Dakar. Les auteurs ont été condamnés ce matin à des peines allant d'1 à 3 mois ferme. Ils devront également payer une forte somme à la victime au titre de dommages et intérêts. Compte rendu d'audience, Amadou Sabarba. Jugé vendredi dernier, le juge des flagrants délits du tribunal de grande instance de Dakar a vidé l'affaire de la vidéo de la femme accusée de viol et humiliée. Dans son délibéré, le tribunal a condamné Ibrahima Thiaw à 3 mois ferme alors que le parquet avait requis 1 an ferme. Il est relaxé pour collecte illicite de données à caractère personnel et condamné pour outrage public à la pudeur. Babacar Ndiaye et Moussa Diallo, qui encouraient 5 ans dont 2 fermes, ont écopé respectivement 2 mois et 1 mois ferme. Ils sont reconnus coupables des délits de collecte et d'attentat à la pudeur. Le juge a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Fatou Ndoye et a condamné le trio à lui allouer la somme de 5 millions de francs CFA au titre de dommages et intérêts. Pour rappel, les faits se sont déroulés en juillet dernier. Les 3 prévenus accusant de vol la jeune dame Fatou Ndoye, qui ne jouirait pas de toutes ses facultés mentales, se sont tristement rendus célèbres à travers une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux et sur certains sites d'information. L'avocat des 3 jeunes condamnés parle de cabale judiciaire et annonce d'ores et déjà qu'il va interjeter appel. Je vous propose d'entendre Maître Abdinar Ndiaye. Nous pensons que cette décision, le magistrat a le pouvoir d'apprécier des faits et de donner une décision par rapport à des faits d'espèce dont il est saisi. Nous, avocats, nous avons défendu notre dossier à la barre avec des arguments à l'appui. Nous respectons sa décision. Cependant, notre analyse nous conduit à retenir que cette décision relève d'un camaïe juridique. C'est-à-dire? Un camaïe juridique, parce que je ne peux pas comprendre qu'on relaxe sur le chef d'attentat à la pudeur et condamner la même personne pour outrage public à la pudeur. Si je dis cela, c'est parce que j'estime
que l'outrage public à la pudeur est une conséquence directe du délit d'attentat à la pudeur. Donc si vous dites que l'attentat à la pudeur n'existe pas, vous ne pouvez pas, pour la même personne, la condamner pour outrage public à la pudeur. C'est pourquoi je considère que c'est un camail juridique. Cependant, la loi effectivement donc, nous donne la faculté de pouvoir interjeter appel contre effectivement cette décision et nous allons le faire parce que nous estimons qu'elle n'est pas conforme. Autre affaire qui a tenu en haleine l'opinion sénégalaise tant par la gravité des faits que par la durée de la procédure, celle du meurtre du taximan Ibrahim Samb en 2016 dans une station-service de Dakar. L'homme qui avait tiré le coup de feu mortel, Ousseynou Diop, a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle par la chambre criminelle de Dakar ce matin. Il devra également payer des dommages et intérêts aux parties civiles, soit 75 millions de francs CFA, 50 millions à la mère de la victime et 25 millions aux sœurs de cette dernière. Un des avocats d'Ousseynou Diop annonce qu'ils vont ici également interjeter appel. Maître Ibrahim Meng, qui parle d'une thèse de coups et blessures mortelles. Je vous propose de l'entendre. La Chambre n'a pas retenu la préméditation. Donc, Ousseynou n'a pas été déclaré coupable d'assassinat, mais plutôt de meurtre. Meurtre, c'est-à-dire qu'il a tué avec l'intention, mais il n'y a pas de préméditation. Il a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Bon, des dommages intérêts aussi ont été octroyés. 50 millions à la mère et 25 millions à chacune des deux sœurs. Allez-vous interjeter appel après cette condamnation de votre client à 15 ans de réclusion criminelle? Oui, je vais en discuter avec les autres confrères constitués. Mais apparemment, moi, je suis d'avis pour que l'appel soit fait. Et nous avons 15 jours pour faire appel, parce qu'en matière criminelle, le délai d'appel est de 15 jours. Nous avions soutenu qu'il ne s'agissait que de coups mortels. C'est-à-dire qu'il n'avait pas l'intention de tuer. C'est vrai qu'il y a eu mort d'homme, mais le coup est parti par inadvertance et nous avons estimé qu'il s'agissait plutôt de coups mortels, mais pas d'assassinat ou bien de meurtre. Mais la chambre criminelle a eu à retenir le meurtre, en fait, qui est la situation intermédiaire. Et certainement, après avoir discuté avec les autres confrères, nous allons interjeter appel pour soutenir qu'il ne s'agit pas en réalité de meurtre, mais plutôt de coups mortels. Allons maintenant dans le sud du pays où une boutique a été défoncée et cambriolée cette nuit. Les faits se sont déroulés dans la commune de Sédhiou, à l'entrée de la ville et à quelques mètres du camp militaire. Au moins 400 000 francs CFA ont été emportés, en plus d'autres produits et marchandises et des portables, selon le jeune boutiquier qui s'est rendu à la police pour faire sa déclaration. Ce jeune boutiquier du nom de Al-Rassoum Diallo, désemparé, victime de ce type de vol pour la première fois, demande aide pour retrouver le ou les voleurs. Nous l'écoutons. Je suis un boutiquier ici à Sédhiou Kabamba. La nuit passée, on m'a volé beaucoup de choses, de l'argent, beaucoup de matériel. Je ne peux pas dire tout parce que je ne peux pas savoir combien de sommes que je n'ai pas réglé tout. Ce qu'ils ont pris environ c'est 400 000 quelques. C'est que je sais l'argent. Le marchandise, je regarde qu'il y a certains qui sont manqués là-bas. Je sais que ananas 30, biscuits, camara 50, ainsi de suite. Avec mes portables c'est d'eau. Et mes portables appels, plus aussi mes radios, mes chargeurs et certains habits aussi, il a pris. Mon portable, il y a 15 000 là-bas de Orange Money. L'autre là, il n'y a pas de puce là-bas, les deux autres portables. Il y a deux portables qui sont chers. L'autre c'est S10, l'autre c'est Technopop D. Les deux autres c'est Nokia. J'ai parti à la police, je l'ai déclaré là-bas. On m'a demandé d'aller aux gendarmeries. Je n'ai pas pu partir d'abord parce que je travaille avec quelqu'un, celui que j'attends ici d'abord. Il a défoncé la porte, c'est la première fois pour moi. Je lui demande de m'aider pour récupérer ce que j'ai perdu. Parce que ça me fait très mal, le genre de choses là, pour que ça évite quelqu'un d'autre aussi. Parce que j'ai certains voisins aussi. Si moi j'ai eu aujourd'hui, peut-être demain c'est mes voisins qui l'auront. Qu'ils m'aident, qu'ils fassent effort pour m'aider. Les propos d'Al-Rassoum Diallo recueillis par notre correspondant à Sédhiou, Max Euclide Kamfani. Revenons à Dakar avec le mouvement Frappe France Dégage qui réclame des sanctions contre l'opérateur téléphonique Orange pour le maintien de ses anciens tarifs Illimix. Il a déposé un recours auprès de l'ARTP ce matin. Ces activistes comptent aussi déposer une plainte auprès du procureur de la République. Écoutons Fatima Mbeng, membre de la cellule de communication de Frappe France Dégage au téléphone avec El Hadj Ndiogou. L'ARTP avait demandé à Orange de surseoir aux augmentations de ses tarifs.
Et depuis lors, Orange défie et discrédite nos autorités. Et nous avons demandé à l'ARTP d'infliger à l'opérateur Orange Sonatel une sanction pour avoir maintenu ses tarifs par acte de défiance publique à l'égard d'une autorité de régulation qui est placée sous son contrôle pour réguler et voir ce que les opérateurs téléphoniques font. Mais aussi, elle a discrédité une structure publique de la République qui est investie d'une mission de service public. Mais aussi, nous avons demandé à la RTP de mettre en œuvre à l'encontre de Orange Sonatel les pénalités prévues par le Code des communications électroniques, et ces décrets d'application et par le cahier des charges pour le retard de l'opérateur dans l'activation des anciens forfaits illégalement supprimés. Le frappe, bien sûr, en déposant sa requête au niveau de la RTP, ne compte pas se limiter juste à cela. Nous comptons saisir le procureur de la République pour une dénonciation d'infraction, d'actes de défiance et de discrédit à l'égard des mesures d'une structure publique de troubles à l'ordre public économique occasionnés par les responsables d'un opérateur sur le marché des télécommunications qui est bien sûr Orange Sonatel. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Sur le front de la riposte au Covid-19, cette très bonne nouvelle, pas de décès enregistrés ces dernières 24 heures. Et puis une baisse depuis 2-3 jours du nombre de cas positifs, peut-être attribuable également à la baisse du nombre de tests effectués. Quoi qu'il en soit, le point du jour a été fait ce matin par le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye, porte-parole du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sur 926 tests réalisés, 68 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,34%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 41 cas contacts suivis par nos services, 2 cas importés enregistrés au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 25 cas issus de la transmission communautaire répartis entre quartiers ou communes suivants. Mbour 3, Bignona 2, Ouakam 2, Bambey 1, Cambérène 1, Colobane 1, Diourbel 1, HLM 5 1, Kédougou 1, Khombol 1, Kolda 1, Liberté 6 1, Matam 1, Mékhé 1, Mermoz 1, Ouest Foire 1, Patte d'Oie 1, Popenguine 1, Yarakh 1, Ziguinchor 1 et zone de captage 1. 39 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 48 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce lundi 17 août 2020. L'état des autres patients est jugé stable. À ce jour, 12 305 cas ont été déclarés positifs, dont 7 767 guéris, 256 décédés et donc 4 281 sous traitement. Et puis cette question que beaucoup se posent, le plan de riposte Covid-19 du Sénégal fait-il mieux ou moins que les autres pays de la sous-région? Selon les réponses des spécialistes, les chiffres rapportés au quotidien ne reflètent pas la propagation réelle de la maladie. Ensuite, les paramètres changent d'un pays à un autre, donc difficile de donner une note à chacun. Awambaï, dossier. En matière de résultats, presque tous les pays de la sous-région se valent. Une comparaison sur la base des chiffres serait erronée, d'après Seydina Alioune Boli, qui estime que les pays de la sous-région ouest-africaine n'ont pas de données fiables qui aident à dresser un tableau réel de l'ampleur du Covid-19 dans cette zone. Il est expert en gestion des situations de crise. C'est que le Sénégal, à l'instar des pays de la CEDEAO, la sous-région en particulier, disons que les cas réels sont largement supérieurs, tout compte fait, à ces cas
officielle qu'on nous sert. Le fait est que avec cette pandémie, ne pas tester les cas asymptomatiques, rien que ça nous fait savoir finalement qu'en fait, on n'a aucune idée de l'étendue de la propagation du virus au sein des communautés. Comparer le Sénégal aux autres pays africains est inutile, d'après le journaliste spécialiste des questions de santé publique en Afrique, Hassan Touré. Je dois d'abord préciser qu'en matière d'épidémie, il faut se garder de dresser des tableaux comparatifs. Chaque pays a son profil épidémiologique d'une part, et d'une autre part, l'agent causal peut avoir des comportements différents. L'agent peut avoir une certaine virulence dans un pays et être moins virulent dans un autre pays, comme c'est souvent le cas. Le comportement des populations diffère d'un pays à un autre et les expériences aussi, ajoute Hassan Touré. Nous avons, comme dans notre pays, et en Afrique plus généralement, dans d'autres pays, nous nous sommes souvent dit, est-ce que l'Africain n'était pas suicidaire devant la maladie? Au Sénégal, nous pouvons constater, pour s'en désoler, que malheureusement, cet adage est ici très en vue, très pratique. Les populations défient la maladie. Si vous prenez en termes comparatifs la Côte d'Ivoire, le système de santé dans ce pays dispose de gros moyens. Et en termes de bonnes pratiques, la Côte d'Ivoire capitalise beaucoup d'expérience par rapport à ces épidémies et en plus a une population disciplinée et attentive aux conseils et recommandations des professionnels de santé. On peut en dire autant pour le Burkina comme pour le Bénin. Seydina Aline Boli, lui, constate que l'engagement communautaire est un pari que les autres pays de la sous-région ont réussi, ce qui n'est pas le cas pour le Sénégal. Dans les autres pays de la sous-région, qui semblent justement s'en sortir mieux en matière de communication et d'engagement communautaire, c'est que chez nous, le pouvoir étatique est concurrencé par le pouvoir maraboutique qui, lui, a une réelle influence sur les populations. Et ça mérite en fait qu'on y prête réellement attention si on veut savoir quels sont les leviers à activer. L'Afrique, le continent le moins touché par le Covid-19, même si ces derniers temps, le rythme de progression semble être plus rapide et avec les moyens du bord, chaque pays africain essaie de faire face à cette pandémie. Et pour refermer cette page nationale, le directeur général de l'Agence de sécurité de proximité annonce de belles perspectives pour les éléments dont le contrat expire en décembre prochain. Biram Faye déclare que le recrutement de ces ASP n'est pas exclu. Il était l'invité de RFM Matin. Normalement et légalement, il devrait être libéré bien avant mars dernier parce que la durée de l'engagement de l'ASP qui est un engagé civique volontaire, sa durée d'engagement légal est de 4 ans, 2 ans renouvelables une fois après évaluation des services rendus. C'est le président qui a bien voulu leur accorder une prolongation de 3 ans de plus. Et cette prolongation arrive à terme en décembre 2020. Donc nous avons mis en place déjà 2 comités. Après l'organisation de 2 ateliers auxquels tous les experts en emploi et sécurité ont été conviés, et les conclusions des travaux de ces 2 comités ont été remises, ces conclusions, aux autorités compétentes. Quelles sont les conclusions, les perspectives qui se dessinent pour ces volontaires? Les perspectives sont belles. Je ne veux pas parler avant le ministre de tutelle ou avant le président, mais il faut juste retenir que l'engagement légal est de 4 ans. Normalement, c'est un caractère rotatif. On devrait les libérer, mais c'est le président qui a bien voulu leur accorder 3 ans de plus à caractère exceptionnel. Nous avons mis en place 2 comités. Les comités ont déjà réfléchi. Et les conclusions de ces travaux sont entre les mains des autres. Tout est possible en tout cas. Nous travaillons sur des perspectives professionnelles pérennes et meilleures. 12h21, c'est la fin de cette page nationale. Je vous rappelle l'un des titres phares de ce journal, la situation confuse au Mali. Vous avez entendu notre correspondance particulière avec la journaliste Awassila au début de ce journal qui évoquait au moment de notre liaison des coups de feu au niveau du ministère de la Défense. Nous en reparlons dans un court instant dans le journal international avec Georges Détié-Diop. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Georges. Rebonjour Souleymane. Au Mali donc, l'on reparle de coups de feu au camp militaire de Kati. Selon nos informations, les tirs continuent et les militaires ont barricadé toutes les routes pour manifester. Nous confitons leur mécontentement à la hiérarchie militaire. Ils réclameraient leurs primes et les tirs se poursuivent toujours. Des coups de feu intenses sont même entendus, sont en cours dans le camp Souniata Keita, nous dit-on, du côté du Mali. Au Mali, toujours, l'imam Mahmoud Diko a déclaré qu'il ne va briguer aucun mandat en 2023. Je ne serai candidat de rien, a-t-il confié dans un entretien accordé à RFI. L'imam Diko d'abord sur la démission demandée de Ibeka.
Vous savez, moi, je n'ai jamais parlé de son départ ou de son maintien. Mais d'autres personnes, d'autres voix se sont levées pour demander son départ. Qu'il reste ou qu'il s'en va, le problème du Mali aujourd'hui est un problème de gouvernance qui doit avoir une réponse meilleure que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vous avez en revanche demandé le départ du Premier ministre Boubou Cissé. Absolument. Il n'a aucune légitimité qui lui permet aujourd'hui de gérer cette crise de la bonne manière et de trouver des réponses adéquates. Imam Dicko, candidat en 2023, ça ne se produira pas? Ce n'est pas vraiment par malice que je le dis. Je suis un imam, c'est ce que je sais faire le mieux. Inch'Allah, je resterai imam. Je ne serai candidat de rien. Et avec le rapport des experts de l'ONU sur la situation du pays, il pointe la responsabilité directe des autorités dans les obstructions à la mise en œuvre de l'accord de paix de 2015. Salimata Aou. Contrairement au précédent, plus centré sur l'action des groupes armés, ce rapport pointe la responsabilité directe des autorités dans les obstructions à la mise en œuvre de l'accord de paix de 2015. Selon les experts de l'ONU, il n'y a pas de doute, la sécurité de l'État malien est devenue un instrument au service d'une stratégie non officielle. Impossible de recenser toutes les entraves documentées. Le service des renseignements aurait notamment encouragé la division de plusieurs groupes armés, en particulier la CMA, coordination des mouvements de l'Azawad et la plateforme. Pour manœuvrer, la SE, sécurité de l'État, aurait fait émerger une autre coalition en 2017. Autre pratique pointée du doigt par le rapport, la manipulation par la sécurité de l'État des listes de combattants destinés à être démobilisés et réinsérés. Selon toujours le rapport, le tarif moyen d'une place du processus DDR, désarmement, démobilisation et réintégration, est de 500 000 francs CFA. Au sommet de la sécurité de l'État, Moussa Diawara est personnellement indexé à plusieurs reprises. Selon ses proches, ce document n'est qu'une tentative de déstabilisation dans une période particulièrement difficile. Bien que le rapport n'ait pas encore été publié, les autorités maliennes ont décidé de réagir. Le balai diplomatique a commencé à Bamako, selon le correspondant de RFI. Le rapport en question devrait être rendu public d'ici la fin de semaine. Georges, allons maintenant en Mauritanie avec l'arrestation de l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz. Il a été interpellé 24 heures avant la conférence de presse qu'il voulait tenir sur le rapport de l'enquête parlementaire qui l'accable l'ex-président Aziz en garde à vue dans les locaux de la Sûreté nationale où il répond à une convocation des services de la police de répression des crimes économiques. Plus de détails avec notre correspondant à Nouakchott, Mohamed Diop. Mohamed Ould Abdelaziz a été auditionné par la police des crimes économiques puis placé en garde à vue sans la présence de ses avocats qui dénoncent une violation de procédure. Maître Mohameden Chedou. Son Excellence, l'ancien président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a reçu à 16h sa convocation par la Direction générale de la Sûreté nationale pour déferment à 17h30, sans respect des délais juridiques. Nous considérons donc que notre client est en détention arbitraire et privé de l'assistance de sa défense. Mais pour le journaliste et analyste politique Ahmed Mohamed Mustafa, cette arrestation était plus que prévisible. Il est clair depuis quelques jours que l'ex-président et ses soutiens veulent déplacer le combat vers l'arène politique et médiatique alors que le pouvoir veut que la lutte contre la corruption reste juridique et suivant les procédures légales. Bien que l'ex-président n'a pas collaboré avec la commission d'enquête parlementaire, mais il est désigné comme premier responsable des irrégularités que révèle le rapport de la commission, telles que malgouvernance, mauvaise gestion des sociétés publiques, détournement de recettes pétrolières et vente de domaines de l'État. Mohamed Diop, Nouakchott, RFM. Au Canada, le ministre des Finances démissionne. Bill Morneau a fini par jeter l'éponge dans un contexte de redressement de l'économie et du présumé scandale Unis. Il a rendu le tablier hier après un entretien avec le Premier ministre Justin Trudeau. Non loin du Canada, à côté du Canada même, devrions-nous dire, les États-Unis, là-bas, les démocrates américains se rassemblent pour désigner leur candidat à l'élection présidentielle, Joe Biden. La convention a démarré ce mardi et va durer jusqu'à jeudi. Elle se déroule entièrement en ligne du fait de l'épidémie de coronavirus Souleymane. Merci Georges Diop, il est 12h27. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ?
Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue aujourd'hui sur la situation très volatile actuellement au Mali à la lumière des événements en cours à Bamako. Et pour en parler, nous serons en ligne et en direct avec nos deux invités du jour, le journaliste Barkaba, journaliste et analyste politique, et Malal Talla de la plateforme Yanamar. Tous les deux discuteront de cette situation en cours de développement. RFM Sport. Bonjour Malal Diagne Junior. Bonjour Suleiman. Ligue des champions, début des demi-finales ce soir. Avec la première affiche qui va opposer le Paris Saint-Germain à l'équipe allemande de Leipzig. Ce sera à partir de 19h une opposition totale de style, mais avec un petit avantage pour l'équipe du Paris Saint-Germain selon notre consultant Omar Tchoun, qui estime que l'équipe de la capitale française a des joueurs expérimentés et qui ont soif d'exploit. Omar Tchoun que nous écoutons. Il faudra d'abord tactiquement se situer par rapport à ce match-là. L'Atlético Madrid est une équipe qui attend et qui joue en contre. C'est le contraire de Paris qui a des éléments talentueux et qui sera obligé, avec le retour de Di Maria, de créer davantage de jeux, avoir de la profondeur et s'appliquer pour aller devant. Donc ce seront deux équipes qui seront très engagées. Je pense que donc c'est Leipzig même qui, pour essayer de contrer Mbappé ou Icardi ou Neymar, sera obligé de beaucoup plus défendre que d'attaquer. Ou bien ils vont le faire d'une manière intelligente. Donc sur le plan tactique, il y a l'opposition de ces deux styles. Sur le plan des hommes, Paris aura aujourd'hui la possibilité d'avoir une équipe dont le potentiel offensif n'est plus à démontrer. Ce n'est pas facile d'avoir un Neymar de l'autre jour. Ce Neymar-là que l'on aime revoir encore. S'il lâche le ballon à temps, Mbappé pourra faire la différence. Et avec les rectificatifs que Thomas Tuchel a fait à la mi-temps, parce que souvenons-nous, Icardi avait des problèmes pour venir en fixation, pour se positionner et faire la différence. C'est Choupo-Moting qui est venu le faire. C'est important. Cela veut dire tout simplement la richesse du banc du Paris Saint-Germain. Leipzig a déjà atteint son objectif, c'était de venir le plus loin possible. Mais Paris a beaucoup plus d'arguments, vu l'expérience de ses joueurs et leur talent également. S'ils jouent combiné et en rectifiant un problème défensif, c'est la doublette Thiago Silva-Kimpembe. Paris, je pense que va adopter le système que je vais vous décrire, un match dans lequel il faudra jouer en bloc médian et ensuite dans la zone adverse. Bloc médian, récupérer le ballon, faire la différence, parce que s'il laisse des espaces les Allemands dans leur dos, la vitesse de Mbappé peut faire la différence. L'autre demi-finale est prévue demain mercredi avec à l'affiche le Bayern de Munich qui a fait exploser le verrou de la défense du FC Barcelone et le coach en même temps qui va défier l'équipe de Lyon. Lyon qui continue de réaliser des surprises pour avoir sorti d'abord l'équipe de la Juve avant d'éliminer l'équipe de Manchester City. Ce sera demain à 19h également Suleiman. Malal Diagne Junior, après une saison blanche, le club du FC Barcelone cherche un nouveau souffle. Les Catalans cherchent à se relancer. Ça fait 5 ans que l'équipe du FC Barcelone est éliminée en quart de finale de la Ligue des Champions. Pire, cette année, l'équipe de Messi n'a rien gagné, pas de championnat, pas de Coupe du Roi, encore moins de qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions, raison pour laquelle les autorités du club ont décidé de faire appel à Ronald Koeman, qui est actuellement le sélectionneur des Pays-Bas, pour venir prendre les rênes de cette équipe. Mais que peut apporter Ronald Koeman à une équipe de FC Barcelone à terre? Réponse avec Sodecham. Suite au limogeage de Quick Setien, l'arrivée de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone est imminente. Après une saison ratée, une deuxième place en Liga et une humiliation subie en Champions League, l'ancienne gloire catalane compte remettre le club sur les bons rails. Actuel sélectionneur des Pays-Bas, le tacticien néerlandais est attendu comme un Messi en Catalogne. La presse espagnole pense que Ronald Koeman peut régler la crise au sein du FC Barcelone. Ancien joueur phare de la grande génération catalane, Koeman n'aura pas besoin de gagner le respect avec sa grande carrière et ses résultats à son poste actuel. Désormais, tous patientent d'accueillir le nouvel entraîneur. Entendu dans la journée en Catalogne pour succéder à Quique Setien sur le banc du FC Barcelone, Ronald Koeman prépare déjà un grand ménage. Selon les informations du quotidien catalan El Periódico, l'entraîneur néerlandais voudrait se débarrasser de 4 joueurs et pas des moindres, puisqu'il s'agirait du défenseur français Samuel Umtiti, du milieu croate Ivan Rakitic, du milieu chilien Arturo
Vidal et de l'attaquant uruguayen Luis Suarez. Ronald Koeman ne retiendrait pas non plus deux autres cadres de l'équipe, le latéral gauche Jordi Alba et le milieu défensif Sergio Busquets, indéboulonnable au Barça depuis 2008. Les deux internationaux espagnols pourraient partir cet été en cas d'offre satisfaisante. Dès son arrivée chez les Blaugrana, le technicien de 57 ans ne devrait donc pas faire de cadeau. Voilà, Souleymane, rendez-vous dans la cuisine. Merci Manal Diagne Junior et bon appétit. À tout à l'heure. Accueillons à présent Barthélémy Ngom pour l'actualité de la pandémie de Covid-19 au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Coronos. Ce mardi 18 août, le virus Covid-19 touche plus de 22 millions de personnes à travers le monde. Les États-Unis restent le pays le plus affecté avec 41 893 nouveaux cas en 24 heures. Le pays compte à ce jour 5 382 125 cas et déplore 169 350 décès. Des experts craignent une sous-estimation du nombre de décès et s'inquiètent d'une poussée surprenante des cas chez les enfants et adolescents, alors que des écoles qui avaient progressivement rouvert la semaine dernière referment déjà. Au Brésil également, le bilan de la Covid-19 s'alourdit. Officiellement, le pays a enregistré 108 536 morts sur les 3 359 570 cas déclarés. La statue du Christ rédempteur de Rio de Janeiro a rouvert ses portes au public. En France, le dernier bilan fourni par les autorités fait état de 219 029 cas, plus 493 en 24 heures. 30 429 morts sont à déplorer là-bas en France. L'Italie, ces dernières 24 heures, a enregistré 320 nouveaux cas, plus de 35 000 décès sur les 254 235 cas recensés. Le Royaume-Uni déplore de son côté 41 369 décès sur les 319 197 cas. La Grande-Bretagne a d'ailleurs signé un accord d'approvisionnement pour 60 millions de doses d'un éventuel vaccin Covid-19. En Angleterre, le déconfinement a été stoppé à cause d'une hausse subite des cas positifs. En Espagne, plusieurs villes ont été reconfinées. Le pays enregistre près de 30 000 décès sur les 359 082 cas. La Chine n'a pas enregistré de morts ces dernières 24 heures, mais dénombre 20 nouvelles contaminations. L'Allemagne, de son côté, se retrouve avec 226 423 cas, 9 389 décès, plus 3 autres ces dernières 24 heures. L'Allemagne qui a justement classé depuis vendredi dernier la quasi-totalité de l'Espagne, y compris l'île touristique de Majorque, en zone à risque. Ce mardi 18 août, la Russie a fait état de plus de 4000 nouvelles contaminations, 927 745 cas au total pour 15 795 morts. L'Inde a recensé 51 955 morts, dont 880 en 24 heures sur les 2 706 450 cas déclarés. L'Inde, qui justement dépasse le Royaume-Uni en nombre de décès et devient du coup le 4e pays le plus affecté par la Covid-19. L'Afrique compte également ses morts. L'Afrique du Sud, le pays le plus touché sur le continent, déplore 11 893 morts sur les 587 345 cas. L'Égypte vient en deuxième position avec 5 160 décès sur les 96 475 cas. Le Nigeria, 975 morts, 49 068 cas déclarés. Le Ghana déplore 223 morts sur les 41 576 cas. Le Maroc, 42 489 cas pour 658 décès. Et le Sénégal, 256 décès sur les 12 305 cas recensés. Ces dernières 24 heures, notre pays n'a enregistré aucun décès lié à la Covid-19. A signalé que le nombre de nouvelles infections en Afrique a baissé de 22% par rapport à la semaine dernière selon le Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé. RFM, la presse du jour. La presse de ce mardi 18 août 2020, lui, est commentée par Georges Diop. Faut-il confiner la capitale Dakar? Question à la une de Enquête, et des experts répondent par l'affirmative du fait du taux de contagiosité très élevé. Selon eux, c'est Dakar qu'il faut confiner. Pendant un mois, personne ne sort. On coupe Dakar du reste du pays. Il faut être courageux, surtout qu'on va vers le Magal, confie un scientifique. Mais le docteur Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé, invite d'abord à évaluer la stratégie avant un retour au confinement. En tous les cas, pour ce qui est du Grand Magal de Touba, le professeur Massamba Diouf indique dans Vox Populi qu'il faut transformer la menace en opportunité pour informer, sensibiliser et communiquer. Pour lui, le Magal, les occasions de rassemblement liées au Magal peuvent constituer une opportunité pour le ministère de la Santé, pour l'État et tous les partenaires qui s'activent autour de la Covid-19 d'essayer d'inverser la tendance. Selon l'épidémiologiste, la communication du ministère a du mal à atteindre sa cible et le Magal peut briser les barrières. Pour ce qui est de l'explosion des cas Covid
communautaire. Le professeur Diouf souligne dans Vox Populi qu'on peut assister à une régression de la pandémie dans la capitale et une évolution dans les autres régions. Les conséquences du coronavirus à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, Source A informe que le chômage technique des employés de l'AS Limac AIBD Souma est renouvelé. Il devrait s'arrêter au mois d'août, mais puisque la crise perdure, il a été prorogé jusqu'en octobre. À l'origine, selon Source A, l'AIBD, qui était très fréquenté avant la Covid-19, n'enregistre aujourd'hui que 25% de ses vols. Par conséquent, les travailleurs ne vont continuer à percevoir que 80% de leur salaire. De la Covid au sida, les Échos fait savoir que le sida est en recul au Sénégal, mais le journal souligne que les 25-45 ans, les prostituées, les homosexuels, Kolda et Ziguinchor sont les plus touchés. Les Échos, qui citent le rapport du Conseil national de lutte contre le sida, rapportent qu'il apparaît qu'une certaine baisse est notée chez les travailleurs du sexe, mais une hausse est enregistrée chez les homosexuels. Le rapport indique aussi que chez les hommes de tenue, les gendarmes et les militaires sont plus touchés que les policiers. Le dialogue national à présent. L'observateur s'arrête sur le cas Famara Ibrahima Sagna, le président du comité de pilotage. L'observateur constate que plus de 5 mois après leur installation, Famara et son équipe n'ont toujours pas rendu leur rapport au chef de l'État conformément au décret portant création du comité de pilotage. Et même si le coronavirus est passé par là et a imposé un arrêt des travaux, l'Obs affirme qu'il se pose aujourd'hui une question de l'égalité de cette structure chargée de la conduite du dialogue national dont certains réclament la reprise. Ont-ils obtenu gain de cause? L'AS informe que les différents pôles du dialogue politique sont convoqués ce mercredi pour discuter des modalités de travail, ce que confirment les Échos. Selon mon confrère, le général Niang convoque les acteurs demain à 10h à la Sénat. Pendant que l'Obs présente Famara Ibrahima Sagna comme un président covidé, Tribune évoque un corona deal des politiques, cela du fait du report indéfini des élections locales. Cette interview à lire dans le journal Le Quotidien, en entretien avec le directeur général des industries chimiques du Sénégal. Il est surtout question du conflit avec les populations de Toben. Alassane Robert Diallo confie que le blocage des activités de la mine par les populations s'est traduit par d'importantes pertes de production de phosphate. Aussi, ajoute-t-il, il aurait coûté leurs emplois à plus de 300 agents des ICS. Pour ce qui est du barème d'indemnisation qui constitue le point de discorde avec les populations de Toben, Alassane Robert Diallo note qu'il ne peut pas être question de renégocier au cas par cas avec chaque propriétaire de champ parce que ce cas de figure serait intenable. Le patron des ICS indique aussi que les 6 hectares dont on parle se trouvent à l'intérieur d'une concession minière octroyée par l'État aux ICS en 2008. La SAR, la Société africaine de raffinage, elle, est dans une situation de quasi-faillite. C'était prévisible si l'on se fie au quotidien Le Témoin. Selon le journal, le cabinet Cita Africa Limited avait alerté dès 2014. Le Témoin rapporte que les experts avaient averti que si la raffinerie n'était pas modernisée et un certain nombre de dispositions techniques et financières prises, elle s'arrêterait aux alentours de 2020. Ce dossier à lire dans le quotidien national Le Soleil. Il porte sur les jeunes diplômés sans emploi, les parchemins de la désillusion. Beaucoup de diplômes, peu de qualifications. Les sports, pour terminer avec la Champions League européenne. Les journaux spécialisés mettent en exergue la demi-finale Leipzig-Paris Saint-Germain aujourd'hui. Ghana pour une finale historique, s'exclame Record pour Stade. Paris rêve d'une finale historique. Rendez-vous ce soir, 19h, à vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h41, bienvenue à Point de vue. Actualité oblige. Point de vue porte aujourd'hui sur la situation très volatile au Mali, à la lumière des événements en cours dans ce pays voisin est très lié au Sénégal. Et pour en parler, nous sommes en ligne et en direct avec Barkaba, journaliste au groupe GFM et analyste politique. Barka, bonjour. Bonjour Suleiman. Nous sommes également avec Malal Talla, membre et un des responsables du mouvement Yanamar. Malal Talla, bonjour. Bonjour. D'abord, Barkaba, êtes-vous surpris par les événements qui se passent actuellement à Bamako ou était-ce prévisible au regard du contexte très tendu actuellement dans ce pays? Malheureusement, Suleiman, pour tout observateur averti de la situation très très délétère au Mali depuis maintenant plusieurs années, ces événements ont un air de déjà-vu. En 2012, déjà, une mutinerie était partie du camp de Kati. Et aujourd'hui, c'est du même camp qu'une mutinerie qui serait en train de se transformer en coup d'État et en train de se passer dans ce pays frère, le Mali. Donc, malheureusement, les événements étaient très, très prévisibles.
Malal Talla, quel est votre point de vue d'abord et ensuite quelle est la leçon même transitoire, provisoire à tirer de ce qui se passe actuellement au Mali, même si on sait que les événements sont en cours de développement? Oui, c'est une situation effectivement qui est en train de parler à tout chef d'État africain, à tout chef d'État ouest africain. C'est la conséquence d'une malgouvernance, c'est la conséquence d'élections mal organisées, c'est la conséquence de bureaux de vote gagnés par l'opposition qui ont été éliminés, etc. C'est la conséquence d'une opposition affaiblie de force, c'est la conséquence effectivement du kidnapping du plus grand opposant, Soumaïla Cissé, dont on ne sait pas dans quelles conditions il est actuellement. C'est la conséquence de toutes ces choses-là qui nous a amené qui a amené le Mali dans cette situation. Et c'est pas une situation qui a surpris. Comme Barka vient de le dire, ça ne surprend pas du tout. Donc en fait, nos chefs d'État doivent comprendre que les peuples ne demandent qu'à être bien gouvernés. Étouffer une voix de l'opposition, étouffer une société civile, c'est différer le problème et puis c'est permettre aux gens de s'organiser autrement, de trouver d'autres espaces d'expression et c'est ce qui s'est passé. Nous reviendrons tout à l'heure sur l'analyse un peu plus globale, un peu plus régionale de la situation actuellement au Mali. Mais revenons sur les événements en cours. Barkaba, l'histoire semble bégayer et si l'histoire bégaye réellement au Mali, va-t-on vers la chute du pouvoir de Ibeka? Les gens sont en train de parler d'un coup d'État en cours et si c'était la situation dramatique, on verserait dans l'ironie parce que est-ce qu'on peut parler encore d'un État au Mali? Tellement la situation s'est dégradée sous la gouvernance de Ibeka et de jour en jour, ce qui lui restait de pouvoir se réduisait comme une peau de chagrin. On l'a vu avec les contestations massives menées par l'imam Diko, que Ibeka était devenu presque un roi presque nu. Si on avait appliqué ne serait-ce que la feuille de route de la CEDEAO, on était à un partage du pouvoir entre Ibeka et la société civile et l'opposition. Donc il ne restait plus grand-chose comme autorité dans le Mali, au Mali. Et vu que l'exercice du pouvoir ne dépasse presque plus le périmètre de Bamako. Et cette mutinerie-ci, elle se transforme en coup d'État. À mon sens, ne ferait qu'ajouter de la crise à la crise. On l'avait déjà vu, les mêmes causes presque conduisant les mêmes effets. C'est la suite de terribles revers de l'armée malienne au nord qu'un groupe de jeunes officiers subalternes menés par le capitaine Sanogo avait presque ramassé le pouvoir finissant de ATT. Et les mêmes causes conduisant les mêmes effets, là, cette fois-ci, on a changé tellement de degré dans le grade. Apparemment, ce sont des officiers supérieurs avec les grades de colonel qui seraient les meneurs de cette mutinerie qui prend les allures de coup d'État avec des ministres arrêtés, l'aéroport de Bamako qui serait sous leur contrôle et qui aurait donné l'injonction au président Ibeka de quitter le pouvoir. Donc le Mali s'enfonce davantage dans la crise parce qu'à mon sens, le coup d'État, s'ils étaient une panacée, si c'était une solution, on l'aurait déjà vu. Mais malheureusement, généralement, les officiers putschistes qui arrivent au pouvoir promettent monts et merveilles, mais passer la première semaine... la montagne accouche d'une souris en règle générale. D'une dramatique souris généralement. Alors, et ils deviennent pires que les remèdes qu'ils étaient censés apporter, malheureusement. Malheureusement, nous n'avons pas le temps de développer davantage sur la situation interne, mais je voudrais quand même poser la question à Malal Talla. Comme le disait Barka tout à l'heure, c'est une crise multiforme. Vous avez des mouvements, islamistes qui veulent la partition du pays. Mais vous avez aussi une société civile très engagée qui mène une lutte interne. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir quand même une certaine responsabilité quand un pays fait face à une situation
de menace de l'intégrité territoriale pour qu'on taise un peu un certain nombre de conflits internes en attendant de dépasser la situation pour régler ces conflits. Ce que je veux dire, c'est que est-ce que on ne fragilise pas l'État face à un ennemi un peu plus important en s'attaquant au pouvoir, quels que soient les problèmes que pose ce pouvoir? Mais l'État s'est fragilisé lui-même par son comportement, par sa gestion assez opaque du pouvoir. La seule responsabilité, effectivement, que les populations maliennes ont par rapport à cette situation, c'est de rester lucide. C'est d'éviter effectivement qu'il y ait des morts, c'est d'éviter qu'il y ait du sang encore au Mali. Le Mali n'en a pas besoin. Il faut rester lucide parce que le Mali est entre le marteau aujourd'hui des putschistes et l'enclume effectivement des djihadistes. Le Mali est dans une situation assez compliquée. Pour moi, il faut que cette société civile reste encore mobilisée en étant beaucoup plus exigeant, en veillant bien sur ce qui va se passer. Alors, il nous reste 2 minutes pour nous projeter sur l'avenir. Barkaba, évidemment, on ne peut pas ne pas soulever la question des conséquences d'une éventuelle chute de l'État malien sur le Sénégal et sur le reste de la sous-région, quand on sait également qu'il y a d'autres pays qui sont sous la menace de troubles économico-sociaux. Quelle est votre analyse de l'évolution qu'on peut anticiper de la situation actuelle au Mali, notamment sur le Sénégal? Déjà, le Sénégal a les yeux rivés sur le Mali, ne serait-ce que le renforcement des positions de la force Garci que le Sénégal a mis en place et qui est en train de se préparer à un scénario du pire, c'est-à-dire une remontée djihadiste à partir de Caïs, pour dire que le Sénégal surveille très très bien, de très près ce qui se passe à l'Est. Et récemment, l'état-major des armées a mis en place un camp militaire et est en train de construire un camp militaire à Goudiri. Ces deux seuls faits prouvent l'importance que le Sénégal accorde à la question sécuritaire de son voisin, sans compter qu'on a une des forces les plus conséquentes de la MINUSMA, auparavant sous bannière CEDEAO au Mali. Donc le Sénégal ne peut pas ne pas être inquiet des bruits de bottes en provenance de Kati et de Bamako, et il a tout intérêt à surveiller de très très près l'évolution de la situation en cours. Dernier tour de parole à vous, Malal Talla. Quelles sont vos recommandations à nos gouvernants pour d'abord régler le problème qui se pose actuellement au Mali et à d'autres pays, mais surtout pour éviter que justement les problèmes n'envahissent le Sénégal? Oui, mais c'est de bien gouverner le pays. C'est très simple. Il faut bien gouverner le pays. Bien gouverner le pays, c'est effectivement tenir ses engagements, bien veiller à la bonne répartition et à la bonne distribution des ressources, de manière très très équitable. Quand on fait cela, effectivement, ça peut nous éviter effectivement d'aller vers des crises comme ça se passe aujourd'hui au Mali. Et puis effectivement, encore donner beaucoup plus de paroles, beaucoup plus de voix à la société civile. Sinon, en fait, on risque d'aller vers une islamisation des contestations. Merci à tous les deux d'avoir pris part à ce point de vue. Nous vous retrouverons dans l'édition en Wolof. À 12h51, c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a réalisée. El Hadj Ndiogou Diène à la rédaction en chef, Abdoulaye Diop à la mise en onde, régie d'antenne et digitalisation assurée par Yassine Pouy. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques. À 13h, retrouvez Pape Ndiaye pour le journal en Wolof. Tout de suite, Allo Présidence, excellente suite des programmes sur la RFM. Au revoir.